Je suis jeune, riche et cultivé et je suis malheureux, névrosé et seul. Je suis issu d'une des toutes meilleures familles de la rive droite du lac de Zurich, qu'on nomme aussi la rive dorée. J'ai reçu une éducation bourgeoise et me suis montré sage toute ma vie. C'est avec ces mots que commence Mars, l'autobiographie et l'unique livre de l'écrivain suisse-allemand Fritz Zorn. À l'âge de 30 ans, il est atteint d'un cancer qui le pousse à cette introspection. Fritz prend alors un pseudo, il a lâché son patronyme Angst, qui veut dire peur en allemand, pour préférer Zorn, qui signifie colère, celle sûrement d'avoir été rongé par le conformisme de son milieu social et familial, avant de l'être par la maladie. Plus de 40 ans après cette publication, Gallimard propose une nouvelle traduction signée Olivier Lelay. Que change-t-elle? Que nous dit ce livre aujourd'hui? On en parle avec nos invités, avec Pierre Croze aussi. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. De notre partenaire babelio.com et accompagné comme tous les jours par la communauté du Book Club. Pour moi, Mars, c'est une forme de tragédie où l'auteur nous montre la mise en place d'un processus d'autodestruction du corps. J'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est plein d'humour sur un sujet qui ne se prête pas forcément à l'humour. Et donc c'est un livre qui, je pense, mérite d'être lu, voire relu. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Valérie et Julien, qu'on va retrouver tout au long de cette émission. Bonjour Georgina Takou. Bonjour. Vous êtes traductrice, scénariste, romancière, l'autrice d'un roman que vous avez publié en 2020 aux éditions Gallimard dans la collection L'Arpenteur intitulé Évangile des égarés. On y croise justement l'écrivain suisse Fritz Zorn qui, dites-vous, écrit de chez les morts, qui se met en scène en tant que Zorn mourant. C'est plutôt votre narratrice Flora qui le dit ainsi. Elle va mal, Flora, très mal, mais sa vie va changer à la lecture de Mars. Tout à fait. Flora, donc ma narratrice, c'est quelqu'un qui est en train de vivre une grave dépression et qui a lu Mars plusieurs années auparavant. Et cette lecture lui a sauvé la vie, en tout cas a changé sa vie. Et ça a été, comme pour tous les lecteurs de Mars, je pense, en tout cas ceux avec lesquels j'ai parlé, un vrai choc. C'est-à-dire que cette lecture est, comme le dit Philippe Lançon dans sa préface, un véritable coup de canon. On pourrait croire qu'un livre sur la dépression va vous mettre à bas et que vous allez aller encore plus mal. Or, c'est le contraire avec Mars. C'est un livre qui vous soulève et qui peut vous sauver la vie. Alors on va parler évidemment de ce livre, de ce qu'il raconte, mais de cette expérience de lecture aussi que vous venez de souligner. Et évidemment, nous avons convié Philippe Lançon pour en parler. Bonjour. Bonjour. Journaliste romancier, c'est vous qui préfacez cette nouvelle édition, cette réédition de Zorn qui paraît dans une nouvelle traduction de l'allemand signée Olivier Lelay aux éditions Gallimard dans la collection du monde entier. Olivier Lelay qui a traduit une vingtaine d'ouvrages majeurs de la littérature germanophone du XXe siècle. Vous dites que vous l'avez lu, Mars, il y a 40 ans, un peu plus maintenant, au moment de sa parution en France. La traduction était alors de Gilbert Lambrich. Comment s'est passée cette rencontre avec ce livre ? Ne me vieillissez pas plus qu'il ne faut. Je l'ai lu dans les années 80, mais oui, effectivement, j'avais une vingtaine d'années. Et je pense que le fait que son esprit à la fois violent, désespéré et sarcastique, et la manière qu'il avait de régler son compte à ses parents et à travers ses parents à son milieu, s'éloignait très vite du lac de Zurich où le coup de canon avait dû s'entendre, et je crois résonne toujours en réalité, en ayant passé les frontières des milieux comme le mien, qui n'était pas le mien. Je ne suis pas un fils de la bourgeoisie fortunée de Zurich, ni la plupart de ceux qui l'ont lu. Et je pense qu'il réglait, comme je disais, son compte. Donc on est dans les années 70, la deuxième partie des années 70, à toute une bourgeoisie, tout un état d'esprit où on devait faire comme tout le monde, où on devait être raisonnable, où on était plutôt de droite, alors voyez, et où on avait une éducation effectivement dans laquelle tout ce qui aurait pu être une forme d'expressionnisme, à la fois de la pensée, de la sensation, la sexualité bien entendu, tout cela était au minimum tapi, voire totalement interdit de parole. Et donc en fait, il faisait ce travail pour beaucoup d'entre nous. C'est un des
petit miracle de la littérature, quand elle est réussie, c'est on s'approprie l'expérience d'un homme, même si cet homme ne vous ressemble absolument pas. Parce il rejoint quelque chose, des sensations qu'on a à cette époque-là, donc encore une fois, à la fin des années 70, au début des années 80, dans un monde très spécifique, qui est celui de la fin des 30 Glorieuses. Je crois que Georgina, d'ailleurs, en parle dans son livre, si je me souviens bien. Oui. Enfin, en tout cas, ce que j'ai remarqué et ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est que Zorn a été un petit peu comme un visionnaire. Avec son propos de révolte, il annonce en quelque sorte ce qui va se passer à la fin des années 70 et lors du début des années 80, c'est-à-dire pour moi déjà le mouvement punk, les émeutes qui vont secouer Zurich assez peu de temps après sa mort, ce que Zurich n'avait jamais connu. Il y a eu une espèce de déferlante d'étudiants, d'ouvriers, de marginaux qui se sont révoltés contre l'establishment. Donc je pense que Zorn a été un petit peu visionnaire des troubles et des changements qui allaient survenir. Vous racontez, Philippe Lançon, que c'est Jean d'Ormesson qui en avait parlé de ce livre Mars de Fritz Zorn dans l'émission Apostrophe, évidemment, du grand Bernard Pivot, consacré ce jour-là aux souvenirs d'enfance, parce que Zorn raconte en partie son enfance et sa vie ratée, on peut le dire, c'est comme ça en tout cas qu'il l'a décrit. Quelle est à l'époque la réception de ce livre? Est-ce que c'est un grand succès comme on l'imagine à l'époque? Oui, c'est un réel succès. Le fait aussi que c'est un contre-casting, en quelque sorte, que d'Ormesson vienne en parler. Donc, non pas un grand bourgeois, mais un noble. Mais enfin, bon, relais et châteaux, vous voyez, la vie facile, la vie joyeuse, Jean d'Ormesson. Viennent donc une espèce d'expert du bonheur, viennent parler de ce livre qui est une sorte d'expertise du malheur, avec quelque chose finalement d'assez plaisant. Par certains côtés. Et donc, voilà, le livre a eu effectivement beaucoup de succès. Je pense qu'il a des gens comme, on sait que des écrivains comme Hervé Guibert et d'autres l'ont lu à cette époque-là, l'ont lu, bien lu et en quelque sorte assimilé. Hervé Guibert qui, je ne fais pas le lien direct bien entendu, mais allait écrire quelques années plus tard Mes parents, qui est un livre qui m'a aussi beaucoup marqué quand je l'ai lu. Et donc, voilà, c'était une époque, oui, de règlement de compte, clairement. Et la maladie de Zorn, le cancer, son itinéraire, vous dites qu'il raconte son enfance. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne la raconte que du point de vue qu'il s'est fixé, qui est celui de sa maladie et de sa révolte. C'est-à-dire qu'en réalité, très peu de choses sont dites, sont décrites de cette enfance, mais là où on voit que c'est un formidable écrivain, c'est que le peu qui est décrit, non seulement est souvent extrêmement précis et drôle, mais ouvre à l'imagination du lecteur sur tout ce qui n'est pas écrit et qu'on aimerait savoir. C'est ça qui m'a aussi frappé à la relecture, là pour le coup, que je n'avais pas évidemment vu à 20 ans, c'est-à-dire tout ce hors-champ formidable, qui est la marque aussi de sa qualité d'écrivain. Sur le succès, Georgina Natakou, vous écrivez qu'il s'en vendait 3000 exemplaires par semaine dans votre roman. Vous avez fait aussi des recherches sur comment est-ce que cette œuvre a trouvé son public. Oui, bah c'est ce que j'ai entendu dire et c'est ce que voilà j'ai compris d'après mes recherches, que ça a été un hit. Les gens ont été absolument bouleversés par cette lecture qui est arrivée comme un pavé dans la mare. Par contre, en Suisse, ça a été, en tout cas à Zurich, un petit peu moins bien reçu, à tel point qu'il y a eu un silence assourdissant autour de ce livre et qui perdure encore. J'ai fait beaucoup de recherches pour retrouver la famille Angst, en tout cas le frère de Fritz Zorn, qui est peut-être encore en vie. J'ai absolument rien trouvé, si ce n'est que Fritz Zorn a refusé de se faire enterrer dans le caveau familial et que j'ai fait un petit pèlerinage pour retrouver son lieu de sépulture, qui est ce qu'on appelait une fosse commune, qui est appelée maintenant un jardin du souvenir. Donc il a refusé jusqu'au bout sa famille, et même jusqu'au point de refuser d'être enterré avec eux. Donc voilà, ça a été très mal reçu en Suisse, et notamment par la grande bourgeoisie.
On entendra Julien, qui est suisse et qui a lu Zorn et Mars il y a quelques années. Mais d'abord, écoutons Valérie, qui a découvert quasiment au même âge que Philippe Lançon ce livre Mars de Fritz Zorn. J'ai découvert Mars quand j'avais 20 ans et ça a été un texte très important pour moi, d'abord parce que c'était la première autobiographie de ce type que je lisais et puis aussi parce que je découvrais des points communs avec ma propre enfance et jeunesse. Et ce qui me fascinait justement dans la lecture de cette œuvre, c'était la manière dont il décrivait précisément l'éducation qu'on lui avait donnée. Il oscillait sans cesse entre colère, humour, cynisme, mais aussi parfois une forme de compréhension vis-à-vis de ses parents qu'il décrivait comme peu heureux, eux aussi finalement. Donc pour moi, Mars, c'est une forme de tragédie où l'auteur nous montre la mise en place d'un processus d'autodestruction qui finit par arriver à son terme, puisque le cancer fonctionne comme une espèce de d'autodestruction du corps. Et l'ironie tragique dans tout cela, c'est que Zorn ne prend conscience de la vie, de la révolte, que lorsqu'il est trop tard. Un peu comme Valérie, Philippe Lançon, vous avez parlé tout à l'heure de ce récit, de cette autobiographie un peu règlement de compte familial, un procès presque fait par Zorn à ses propres parents, qui étaient, et là je vous cite, d'épouvantables conformistes. Avec cette nouvelle traduction d'Olivier Lelay, vous avez adouci, modifié votre regard sur ces rapports familiaux, sur ce qu'il voulait écrire véritablement ? Oui, c'est ce que j'ai cru, enfin ce que je vois aujourd'hui que je ne voyais pas à l'époque, ce qui ne veut pas dire que j'ai plus raison aujourd'hui qu'à l'époque, c'est une sensation de lecteur, c'est que ses parents, j'allais dire, ont des circonstances atténuantes, surtout son père. On s'aperçoit, si on fait une lecture assez précise, que son père est beaucoup plus intéressant et réactif et sensible que l'éducation qu'il a probablement reçue et donnée à son fils le laisse entendre. Donc il y a une éducation qui effectivement est absolument étouffante. Et Zorn dit bien que ça remonte, ses parents eux-mêmes sont des victimes de cette éducation. Mais ce qu'on voit, c'est que son père... donc, par exemple, il restaure des églises. Il est architecte. Voilà. Il est architecte et il restaure des églises. Et en même temps, Zorn est tout à fait stupéfait parce que son père a une connaissance technique et sensible, visiblement très profonde de la qualité des œuvres d'art, de la structure architecturale, etc. Et en même temps, il ne supporte absolument pas l'idée de Dieu. De la même façon, un classique de la langue allemande qui est Ephibriste, que Zorn, lui, aime beaucoup. Son père, il dit que son père ne supporte pas Ephibriste parce que Ephibriste est une héroïne qui, finalement, meurt jeune, avec cette idée que c'est ce qui peut lui arriver de mieux. Chose qui est insupportable à son père. Son père passe ses journées, quand il est à la maison, à faire des réussites en écoutant du Schumann ou du Schubert. Voyez, enfin, et donc, progressivement, on a une série d'indices qui sont distribués, mais qui ne seront jamais développés sur le fait que son père, finalement, est une âme sensible, hein, pour le dire comme ça. Et donc, évidemment, ça rend les choses encore beaucoup plus intéressantes. Vous dites qu'il est plus sensible, plus étrange, plus fragile et aussi plus romanesque. Vous avez ressenti aussi, Georgina Dakou, peut-être plus de fidélité dans cette nouvelle traduction aussi, de nouveaux sentiments, une nouvelle expérience. En tout cas, il fallait dépoussiérer cette traduction. Tout à fait. J'ai ressenti une nouvelle sensibilité, tant dans la préface de Philippe Lançon que dans la nouvelle traduction. Philippe Lançon qui montre une certaine indulgence justement pour ce père et cette mère que moi j'avais pas du tout ressenti. J'étais vraiment moi dans le parti pris de Zorn, c'est-à-dire dans la colère contre les parents, dans le réquisitoire. Donc ça a affiné un petit peu ma perception et j'ai trouvé que la traduction, je voudrais rendre hommage aussi à la traduction de Monsieur Lelay qui est très belle et qui, justement, met un petit peu plus en valeur l'ironie et l'autodérision de Zorn. C'est un livre très dur. On peut avoir du mal à percevoir, justement, son humour, qui est quand même très présent.
et qui le rend très attachant malgré sa grande colère et sa grande violence. Alors, vous parlez de colère, on va se tourner vers Pierre Croze. Pierre Croze, quel est l'avis des lecteurs de babelio.com sur ce livre? Évidemment, avis tranché, il y a des choses qui sont... C'est une vraie expérience de lecture. Oui, tout à fait. Le mot colère, il revient beaucoup. Déjà, il est toujours lu, Zorn. 1000 lecteurs sur Babelio, 63 critiques. Et alors, certains reviennent sur la colère. C'est un livre phénomène, inclassable, classique de la littérature suisse contemporaine. Mars dérange par sa noirceur, sa rage et son désespoir. Mais c'est pour certains une colère saine. Son livre est une exhortation à dépasser les règles, les coutumes et les mauvaises habitudes héritées de son éducation lorsqu'elles empêchent l'individu de vivre. Tout lecteur convaincu par Mars ne pourra pas s'empêcher, après avoir refermé le livre, de procéder à une vivisection de sa propre existence. C'est une question que j'aimerais peut-être vous poser. La colère, c'est un bon moteur d'écriture aussi? Personnellement, oui, je le crois. Je pense que la colère est un moteur pour l'écriture et pour toutes sortes de choses dans la vie, qu'il faut utiliser avec parcimonie avant qu'elle ne se retourne contre vous. Mais grâce à cette colère, ce mot Zorn, colère, je crois que Fritz Zorn, justement, part vivant. Et que, voilà, pour lui, en tout cas, la colère a été quelque chose de salvateur et en fait un grand vivant. Philippe Lançon, ce pseudonyme aussi, changer de l'angoisse, passer de l'angoisse à la colère, c'est quelque chose aussi de symbolique. Il en avait conscience de cette colère qu'il pose sur ses pages? Oui, c'est quelqu'un qui s'appelle Fritz Angst, Fritz Peur ou Fritz Angoisse et qui décide de se baptiser Fritz Zorn, Fritz Colère. Je crois qu'il a effectivement conscience de ce qu'il fait. Et donc, effectivement, cette colère, bah oui, quand on écrit, en tout cas, ça peut être, il y a bien des moteurs de l'écriture, mais c'en est un qui est quand même très fréquent et qui, lui permet presque d'aller vers une chose qui est fondamentale chez lui, il le dit, la clarté. En fait, la colère, c'est comme un orage très violent qui passe et qui finit par éclairer le paysage. Vous voyez, c'est par le laver, comme en montagne, par exemple, et qui finalement permet, comme en montagne, de voir ensuite absolument tous les détails du paysage, en tout cas ceux qu'il décide de montrer, les vallées qu'il décide de montrer et certains sommets qu'il décide de montrer. Et ça se résume après aussi par des phrases, parce qu'il faut quand même citer, j'en cite une sur son père, mais il y en a 1000 comme ça, qui est à la fois ce mélange de sarcastique et finalement au fond noué d'un tel chagrin. Mon père était un millionnaire de la rive dorée de Zurich, comme il en existe tant d'autres, avec ses 60 années de frustration conclues par un infarctus du myocarde. Vous voyez, ça tombe vraiment juste, parce que son père, en plus, est mort avant. On comprend très tard dans le livre. Ça aussi, il y a une expérience de lecteur très particulière, puisqu'en fait, certaines choses très importantes, comme la mort du père, ne sont dites que très tard dans le livre. Donc, on commence à lire le livre en étant très en colère contre ce père et contre sa mère, sans savoir que le père est mort. Tout à fait. Et on le découvre, vous voyez. Et il y a plein d'effets comme ça qui correspondent aussi à la manière dont Zorn a écrit son livre. C'est-à-dire que le livre évolue avec la conscience qu'il a et de sa maladie et de ce qu'il peut en faire ou pas, et de son enfance, de son adolescence, etc., etc. Et il y a 3 parties dans le livre, et véritablement, on peut dire que c'est des états de conscience successifs qui modifient non seulement le fond de ce qui est dit, mais même la forme. Le livre évolue à mesure qu'il s'écrit. Il est un symptôme de la maladie, et il en est la conclusion aussi. Dans votre roman, Georgine Natakou, votre narratrice dit que la vie de Fritz Zorn va couvrir donc les 30 Glorieuses, où, je cite, le ventre des habitants et celui des coffres suisses seront pleins, rassasiés. Vous donnez aussi une brève biographie de la courte vie de Fritz Zorn. Est-ce qu'on sait s'il sait que son livre va être publié, puisqu'il est publié à titre posthume? Est-ce qu'on sait, au moment où il meurt, s'il sait que son livre a été accepté par l'éditeur? Il l'apprend la veille de sa mort. C'est Adolf Schmug, qui est le premier préfacier donc de la première édition, qui le raconte.
le psychothérapeute de Zorn, puisque Zorn a entrepris une psychothérapie à la toute fin de sa vie, qui vient lui apprendre la nouvelle à l'hôpital que son livre va être publié. Et Zorn tenait absolument à ce que ce livre soit publié parce qu'il savait que c'était un livre important. Et donc, il l'a appris vraiment in extremis. Et par son psychothérapeute qui, étrangement, s'appelait le Dr Fry, qui veut dire liberté en allemand. Ouais. Donc voilà, il y a une valse des noms aussi qui est très intéressante. Alors, on a parlé de ses parents, de cette famille bourgeoise fortunée. Certains y voient, Pierre Croze, dans ce livre aussi, évidemment, un pamphlet contre la bourgeoisie. Oui, c'est ce qu'ont retenu beaucoup de lecteurs. L'auteur attribue son cancer à son éducation. L'analyse de la société bourgeoise de l'époque et de ses conséquences sur l'éducation est magnifique. Mais certains ont été un peu dérangés par cette association, ces liens directs que fait l'auteur entre son éducation et l'apparition de la maladie. Ce récit m'a parfois dérangé justement par cette recherche de sens et cette interprétation de la maladie qui peut nourrir la culpabilité autant que la rancune. Vous y voyez vous-même, vous, un lien direct entre, en tant que lecteur, un lien direct entre le cancer et son éducation? Il y a une forme de provocation dans cette façon de présenter les choses. Oui, il y a une forme de provocation, je pense, de la part de Zorn, à accuser ses parents, son milieu, la bourgeoisie, la Suisse, etc., de lui avoir refilé le cancer. Après, voilà, c'est une vue de l'esprit. Je pense qu'à l'époque aussi, il y avait des considérations sur la maladie, les formes psychosomatiques d'une maladie qui ne sont peut-être plus les mêmes aujourd'hui. Et voilà, il le dit lui-même, « Je suis le carcinome de Dieu », qui est une phrase quand même assez provocante. Philippe Lançon. Oui, il écrit « Le cancer est une maladie de l'âme », et avec cette expression fameuse sur le fait que c'est les larmes rentrées. Ce sont les larmes rentrées. On est en 76, ne jamais oublier le contexte. Donc, je ne suis pas oncologue, mais il me semble que on a appris beaucoup de choses sur le cancer depuis. Et aussi, on a développé beaucoup d'incertitudes en apprenant beaucoup de choses sur les causes du cancer. Donc, il ne s'agit pas d'un traité scientifique sur le cancer. Il s'agit d'un homme qui sent qu'il est en train de mourir de cette maladie et qui établit des liens sensibles et affectifs avec le milieu qu'il accuse de lui avoir donné ça. Est-ce que lui-même, jusqu'à quel point il croyait à une équation parfaite entre sa maladie et son milieu? Ça, on n'en sait rien. Il ne faut pas oublier il sait qu'il est un écrivain. Hein, parce que par ailleurs, il écrivait des pièces de théâtre, il écrivait des formes courtes, on le sait. J'ai appris dans le livre de Georgina d'ailleurs que, contrairement à ce qu'il dit, il n'a pas tout détruit, ce qui est très typique aussi d'un écrivain. Et d'ailleurs, il y a des phrases extrêmement drôles où il dit qu'à certains moments, là encore, c'est des états de conscience. À un moment donné, il est très très en colère contre le fait qu'il écrive des choses qui prétend brûler ou détruire juste après. Il dit parce que de toute façon, tout écrivain comme tout artiste n'est jamais qu'un raté, c'est-à-dire quelqu'un qui est au bout de ses frustrations et qui ne trouve qu'une solution, c'est d'écrire ou de créer des choses dont finalement tout le monde se fout. Donc il a un côté comme ça, mais alors il le dit de manière extrêmement drôle, parce qu'il est très très drôle, à la fois avec les autres et avec lui-même. Mais comme les gens qui ont quand même beaucoup d'humour, et je pense qu'il en avait, il est d'abord drôle contre lui-même. Il se moque de lui de manière très efficace. Et donc, c'est ce qui l'autorise aussi, à mon avis, à être aussi efficace quand il se moque des autres. Eh bien, allons en Suisse, justement. Écoutez, Julien, qui a découvert Mars de Fritz Zorn sur le tard, comme il le dit, et qui nous parle aussi de cette notion d'humour. J'ai découvert ce livre au détour d'une boîte à livres, ce qui sont assez communes en Suisse, ces cabines téléphoniques qui ont été transformées en boîte à livres. Et effectivement, j'ai pris ce livre un peu au hasard, je ne le connaissais pas. Je l'ai pris parce qu'en lisant le résumé, j'ai vu que c'était un livre sur la Suisse, et puis le résumé m'avait un peu intéressé. Et je l'ai vécu de manière assez intéressante, en étant un peu interloqué au départ, si on pense au sujet qui est traité. Mais j'ai aussi beaucoup ri de la distance qui est prise, sachant que c'est vrai qu'en Suisse, les Suisses alémaniques ne sont pas considérés pour avoir beaucoup d'humour. Et donc là, en l'occurrence, c'est vrai que la distance qui est prise avec ce livre sur la mort, sur ses parents, c'est assez intéressant. J'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est plein d'humour sur un sujet qui ne se prête pas forcément à l'humour. Et donc c'est un livre qui, moi, m'a beaucoup plu, beaucoup marqué, et qui, je pense, mérite d'être lu, voire relu.
J'ai été durant toute ma vie le traditionnel bout en train, rapporte votre narratrice Flora dans votre livre. Georgina Takou, Évangile des égarés. Il y a en permanence, et vous le disiez, ce contexte très dur dans lequel il écrit cette autobiographie, sa maladie qui arrive, le mal qui l'envahit, et cet humour, cette distance, comme dit Julien. Tout à fait. Alors voilà, je pense que c'est une erreur de considérer Zorn comme simplement un grand dépressif, moribond. Voilà, il était aussi connu pour être quelqu'un d'assez excentrique. On a retrouvé une photo de lui où il se balade dans Zurich en cape rouge. Il organisait des petites fêtes pour ses étudiants où, comme Philippe Lançon disait, il faisait des petits spectacles de marionnettes, etc. Ça, c'est l'autre côté de Fritz Zorn. C'est le côté un petit peu hurluberlu, bout en train, qu'on découvre, si on lit bien, Mars, et qu'il ramène à la vie aussi. Donc c'est un côté très important, je pense. Vous dites, Philippe Lançon, que Mars est une tragédie presque burlesque, et je vous cite, parfois écrite avec le masque de Buster Keaton. Oui, parce que ce qui m'a fait penser à Buster Keaton, c'est le fait que Zorn lui-même dit qu'il n'arrive jamais à rire. Alors, il s'en plaint puisque effectivement, il dit qu'il ne peut jamais rire, ça ne rit pas à l'intérieur. Voilà. Mais en même temps, moi, j'en avais conclu en réfléchissant à ça, que c'est ce qui explique, probablement en partie, ce qui techniquement explique ce qu'on sent qu'il devait avoir. Il était très apprécié et qu'il devait avoir beaucoup d'humour, parce qu'il n'y a rien de pire que les gens qui rient à leur propre farce. Et là, on sent on voit vraiment le pince sans rire qu'il devait être, peut-être à son corps défendant, hein, bien sûr, mais en tout cas qui devait être très efficace pour les autres. Et on le sent, si je peux me permettre, quand il parle, il y a vraiment des passages extrêmement drôles où on voit qu'il devait être comme ça aussi, quand il parle des réactions des Suisses conservateurs à cette jeunesse en colère qui commence à monter, et il dit, leur réflexion c'est toujours, mais qu'il aille donc à Moscou, hein, s'il n'est pas heureux en Suisse, qu'il aille donc vivre évidemment sous Brejnev à Moscou à l'époque, vous voyez. Et en fait, Zorn démontre ça de manière extrêmement drôle pour montrer que ce Moscou est une ville imaginaire créée par les conservateurs, et que ce type de comparaison n'a jamais aucun sens. On ne peut pas envoyer... Voilà, les gens réagissent et sont en colère et se plaignent par rapport au milieu dans lequel ils vivent, et non pas par rapport à ce chemin de Moscou dont Zorn dit qu'il n'existe pas. Et en fait, c'est intéressant parce que politiquement, bien sûr, c'est vrai, mais c'est vrai dans la vie aussi, vous voyez, c'est-à-dire, par exemple, les comparaisons de souffrance qu'on peut avoir les uns avec les autres n'ont aucun sens. Quelqu'un est dans sa souffrance et pas dans celle du voisin. Même si celle du voisin est bien pire, mais ça ne veut rien dire pour la personne qui souffre. Et ça, il le montre de manière beaucoup plus drôle que je suis en train de le faire, en parlant de ce qu'il aille donc à Moscou. C'est pas facile de raconter un trait d'humour et une blague. Oui, au deuxième degré. Au deuxième degré, c'est difficile. Ouais. Et sans rire en plus. Oui. Et évidemment sans rire. Georgina Takou, il y a cette écriture et ce mal que l'on ressent, évidemment, quand on lit ce livre. Et d'ailleurs, c'est vous, Philippe Lançon, qui dites que c'est la description d'un combat, ce récit, cette autobiographie, un peu comme, j'imagine, peut-être en référence à Kafka, d'ailleurs. Oui. Pour moi, c'était une référence claire à Kafka. Bon, les comparaisons sont limitées, hein, mais on sent que cette terrible atmosphère d'angoisse dans laquelle il a grandi, et de répression et d'injonction, non pas là à être ceci ou cela, mais à ne surtout pas être ceci ou cela. Que cette injonction a développé en lui à la fois une sensibilité et un scrupule extrême par rapport aux choses. Et le moment où il décide de renverser la table en fait finalement à ce moment-là une sorte de Kafka en colère, vous voyez, qui va vraiment... oui, c'est ça, décide de renverser le banquet, vous voyez, et le banquet suisse. Exactement, il fait tout péter. Il décide de prendre les armes, notamment dans la 3e partie du livre, et vraiment de tout exploser. Et c'est, je pense, voilà, oui, tout à fait le récit d'un combattant. Il veut faire sauter le Crédit Suisse. Oui. Il veut faire sauter le Crédit Suisse qui, en ce moment, est mis à mal.
Et il y a des manifestants qui arrivent en bateau devant le Crédit Suisse, tels des pirates. Je pense que Zorn aurait beaucoup aimé voir ça. L'histoire se répète, en tout cas, il y a toujours une partie d'actualité qui revient. Vous disiez, Philippe Lançon, que le récit, sa façon d'écrire évolue aussi au fur et à mesure. Et donc, dans cette troisième partie, elle est beaucoup moins en retenue, Pierre Croz, et ça, les lecteurs, évidemment, le soulignent. Elle a beaucoup fait réagir les lecteurs, cette dernière partie. Certains ont trouvé sa rage très touchante, puisqu'il faut peut-être dire que cette dernière partie est moins retenue que les précédentes. Donc certains ont trouvé cette rage très touchante, sa souffrance physique dans la dernière partie du livre et sa rage sont déchirantes. Et d'autres ont été moins touchés justement par cette partie-là. Le livre commence dans la narration, passe ensuite dans le registre philosophique, puis dans la religion et enfin dans l'aigritude. Mais dans le fond, qu'a-t-il fait pour s'en sortir, se remettre en cause, se secouer? Un livre anti-résilience. C'est l'avis d'une lectrice. Alors peut-être une double question pour vous. Est-ce que vous qualifieriez aussi ce livre d'anti-résilience? Et comment est-ce que vous analysez cette dernière partie? Et les réactions peut-être plus compliquées sur cette partie. Pour ce qui me concerne, si j'ai une des raisons, enfin parmi d'autres pour lesquelles j'aime ce livre, c'est qu'il n'est absolument pas résilient. Je n'aime pas la résilience. Donc, c'est une idée qui me gêne. Je n'y crois pas. Je ne l'éprouve pas. Et c'est une intrusion de la psychologie dans la littérature qui me gêne aussi. C'est-à-dire, on n'écrit pas pour être résilient. En tout cas, quand on est un écrivain, on écrit parce qu'on écrit et parce qu'on est bon qu'à ça, comme disait Beckett. Et donc, en fait, c'est très clair chez Zorn. Il a trouvé de toute façon... sa voix, même si dans son cas, cette voix est rapidement de garage puisqu'il va mourir. Mais en tant qu'écrivain, il sait très bien ce qu'il doit faire. Et voilà. Pour la troisième partie, rappelons-le, s'appelle Le Chevalier, la mort et le diable. Donc il y a une volonté effectivement à la fois de combattre et de noblesse. Et le diable, c'est aussi lui, puisqu'à un moment donné, il rehausse la figure du diable. Il dit, moi, du coup, dans ce contexte, je suis plutôt le diable que Dieu. Dieu, il m'emmerde. Jésus, j'en veux pas. Par contre, le diable, oui, ça, c'est une figure intéressante. Et c'est plutôt celle-là que j'ai envie d'incarner. Où on retrouve d'ailleurs, à mon avis, je ne sais pas ce qu'en pense Georgina, le goût du théâtre. C'est-à-dire, être le diable, c'est prendre le masque du diable face à une société qui, de toute façon, vit masquée. Et de manière non ludique, en l'occurrence, si on parle de la société suisse-allemande de cette époque-là. Aujourd'hui, je n'en sais rien. Et jusque finalement, non pas faire du tout une apologie du terrorisme, mais arriver à faire... On est encore dans les années 70, donc les fractions armées rouges, etc. Et il en parle. Et en fait, c'est très intéressant. Le mot qu'il emploie, et Georgina le dit dans son livre, c'est la cohérence. Il ne dit pas ce que ces gens font est bien, mais ils ont au moins un mérite. Ils sont cohérents. Et ça, il emploie le terme esprit de suite. Oui, l'esprit de suite. Voilà, en parlant d'Ulrike Meinhof. Donc, c'est pas une justification du terrorisme. Il parle d'esprit de suite. Ça peut être considéré comme un peu choquant, etc. Mais dans le contexte de l'époque, c'est assez intéressant. Vous aurez le dernier mot, Georgina Tacou. Pourquoi est-ce qu'il faut lire, découvrir aujourd'hui ce Mars de Fritz Zorn et cette nouvelle traduction? Alors, je pense qu'il faut le lire, pas seulement aujourd'hui, mais pour toujours. C'est un livre universel. On n'est pas obligé d'être un gosse riche de la rive gauche, la rive dorée de Zurich pour le comprendre. Il suffit d'être un être humain, il suffit de connaître la souffrance, il suffit de savoir qu'on a envie de se révolter, de prendre les armes, de se déclarer en état de guerre totale, qui est la fameuse dernière phrase du livre. Je ne veux pas la spoiler, mais elle est tellement fameuse. Voilà. Et d'ailleurs, on lit Zorn comme on lit un ami ou on lit un frère, sans forcément être d'un milieu bourgeois. Et ben voilà, je pense que vous avez convaincu de nombreuses personnes et de nombreux auditeurs de lire Mars de Fritz Zorn dans cette nouvelle édition, traduction d'Olivier Lelay et préfacée par Philippe Lançon. Merci beaucoup Philippe Lançon d'être venu nous parler de ce livre. Et ensuite, on peut aussi comprendre pourquoi est-ce que Mars de Fritz Zorn relève et redonne le goût de vie à Flora, votre narratrice dans votre roman Georgina Tacou, Évangile des égarés, aux éditions Gallimard, aussi dans la collection L'Arpenteur. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission et merci à Pierre Croz de nous avoir accompagnés.
Dans un instant, l'épilogue du Book Club, mais d'abord les Incipits de Mathias Sénard. Vous vous en souvenez, bien évidemment. Vous l'avez même encore dans l'oreille, chères auditrices et auditeurs. Je consacrais la semaine passée ma chronique au plus grand romancier de tous les temps. J'ai nommé, vous reconnaissez immédiatement cette force de la nature, fils du général du même nom, père de l'auteur du même nom, l'extraordinaire Alexandre Dumas, excellentissime compagnon à travers les siècles, à tel point que je m'enorgueillis encore aujourd'hui d'appartenir à la même congrégation que lui. Vous vous souvenez donc que je m'étais intéressé il y a tout juste une semaine à l'Incipit des Trois Mousquetaires. Une auditrice inspirée me faisait remarquer que Dumas abuse, pour débuter ses romans, des lieux et des dates. Pas un texte qui ne commence par l'évocation d'un lieu et d'une date. Vérifions. Le comte de Monte Cristo. Le 24 février 1815, la vigie de Notre-Dame de la Garde signala le 3 mâts le pharaon venant de Smyrne, Trieste et Naples. Effectivement, date et lieu. La reine Margot. Le lundi, 18e jour du mois d'août 1572, il y avait grande fête au Louvre. La dame de Montsoreau. Le dimanche gras de l'année 1578, après la fête du populaire, et tandis que s'éteignaient dans les rues les rumeurs de la joyeuse journée, commençait une fête splendide dans le magnifique hôtel que venait de se faire bâtir, etc., etc. Le bâtard de Moléon. Dans les premiers jours du mois de mars 1388, vers le commencement du règne du roi Charles VI, c'est-à-dire quand tous ces châteaux, aujourd'hui au niveau de l'herbe, élevaient le faîte de leur tour au-dessus de la cime des plus hauts chênes et des pins les plus fiers, etc., etc. La majorité des romans d'Alexandre Dumas commencent donc par un lieu et une date, soit. Mais aussi, et c'est plus curieux, par le temps qu'il fait. Le vicomte de Bragelonne. Vers le milieu du mois de mai de l'année 1660, à 9h du matin, lorsque le soleil déjà chaud séchait la rosée sur les ravenelles du château de Blois, etc., etc. Les compagnons de G.U. Le 9 octobre de l'année 1799, par une belle journée de cet automne méridional qui fait, aux deux extrémités de la Provence, mûrir les oranges d'hier et les raisins de Saint-Péret, une calèche attelée de 3 chevaux de poste, etc., etc. Ange Pitou. Un jeudi du mois de juillet 1789, jour assez maussade, assombri qu'il était par un orage qui courait de l'ouest à l'est et sous le vent duquel les 2 magnifiques acacias, perdant déjà la virginité de leur robe printanière, laissaient échapper quelques petites feuilles jaunies par les premières chaleurs de l'été, etc., etc. Le chevalier de Maison Rouge. C'était pendant la soirée du 10 mars 1793, 10 heures venaient de tinter à Notre-Dame, la nuit était descendue sur Paris, non pas bruyante, orageuse et entrecoupée d'éclairs, mais froide et brumeuse. Certes, le genre roman historique demande peut-être ce pacte initial de date et d'heure. La météorologie participant sans doute à cet effet de réel. La lectrice, le lecteur se demande-t-il: mais comment fait Dumas pour connaître le temps qu'il faisait le 10 mars 1793 ? C'est bien là que nous entrons dans le pacte fictionnel. En bon jardinier, nous abdiquons notre raison face aux caprices du ciel. Ah oui ? Et d'Alexandre. Ben oui. Mathias Sénard à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Toute la semaine, le Book Club est préparé par Oriane Delacroix, Zora Vignier, Jeanne Grappard, Didier Pinault et Alexandre Alabegovic, que je remercie. Thomas Beau à la réalisation, merci aussi à lui, et la prise de son ce midi, Dimitri Paz. Voici l'épilogue du jour. Très peu de choses sont dites, mais là où on voit que c'est un formidable écrivain, c'est que le peu qui est décrit ouvre à l'imagination du lecteur sur tout ce qui n'est pas écrit. Et ça a été, comme pour tous les lecteurs de Mars, je pense, un vrai choc. C'est un livre qui vous soulève et qui peut vous sauver la vie. C'est un des petits miracles de la littérature quand elle est réussie. On s'approprie l'expérience d'un homme, même si cet homme ne vous ressemble absolument pas. Exactement, il fait tout péter.